C'étaient les plus grands financiers du monde. Extraordinairement riches, extraordinairement puissants et extraordinairement discrets. Ils se sont sortis de la misère pour devenir la plus riche famille d'Europe. Tout ce qu'ils touchaient se transformait en or, presque littéralement. Leur argent a remporté des guerres, sauvé des gouvernements, bâti des chemins de fer et influencé la politique mondiale. Partout où il y avait une guerre, ils étaient impliqués et ils étaient présents à tous les grands événements mondains. Leur fortune a également acheté les plus grands vins, les plus belles œuvres d'art et les plus somptueuses demeures. De magnifiques collections de tapisseries et de tableaux. Durant 200 ans, ils ont combattu l'establishment, l'antisémitisme et parfois les membres de leur propre famille. Les Rothschild ne ressemblent à aucune famille. Ils sont absolument uniques. Comme une bouteille de Château Lafite Rothschild, leur histoire est riche, puissante, complexe et mémorable. Voici la dynastie des Rothschild. Une famille qui fascine depuis plus de 2 siècles. L'histoire des Rothschild commence au XVIIIe siècle dans le ghetto juif sordide et surpeuplé de Francfort. Mayer Amschel Rothschild, son épouse Göttel Schnapper et leurs 10 enfants, 5 garçons et 5 filles, mènent la vie très pieuse de juifs orthodoxes. C'était une existence sans grande liberté. Les portes du ghetto étaient fermées la nuit, le dimanche et pour toutes les fêtes chrétiennes. Les Juifs n'ont pas le droit de posséder des biens immobiliers, portent des insignes jaunes sur leurs vêtements et payent de lourds impôts. Comme la plupart des métiers leur sont interdits, ils ont du mal à gagner leur vie. Mais il est un secteur qui leur est ouvert, la banque, car leurs voisins chrétiens n'ont pas le droit d'accorder des prêts à usure. Bien qu'ils n'aient pas le droit de tenir boutique hors du ghetto, les Juifs pouvaient faire certaines choses, notamment le change et le prêt d'argent, ce qui n'était pas autorisé à leurs concurrents non-juifs. Le change d'argent est une activité importante dans l'Allemagne du XVIIIe siècle, car le pays compte des centaines de municipalités qui ont chacune leur propre monnaie. Or, Mayer Amschel est particulièrement doué pour les affaires. Il était très fort en calcul. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de calculatrice. Il faisait tout de tête. Il commence alors à revendre des pièces de monnaie anciennes, des médailles, des antiquités et des curiosités. Il a aussi du flair pour repérer les opportunités commerciales. Il avait un grand esprit d'entreprise. Il a eu l'intelligence de comprendre que le meilleur moyen de réussir, c'était de se faire connaître auprès d'une grande famille princière de l'Empire austro-hongrois. Il a choisi le prince le plus riche, qui, par chance, vivait à proximité. Le prince Guillaume de Hesse-Kassel a fait fortune en louant ses soldats aux Britanniques comme mercenaires. Les Hessiens, comme on les appelle alors, se sont battus par exemple dans les colonies américaines. Mayer Amschel sait que le prince Guillaume a une passion qui pourrait être son ticket d'entrée à la cour, la numismatique. Il est allé voir Guillaume de Hesse-Kassel, lui a donné des pièces et a fait une partie d'échecs avec lui. Son but était de se faire bien voir, et très lentement, ils ont tissé des liens. C'est une décision avisée. Bientôt, le prince lui fait suffisamment confiance pour l'autoriser à investir de l'argent pour son compte. Il lui a donné environ 800 livres, ce qui était une grosse somme d'argent à l'époque. Il lui a également permis de se présenter comme l'agent du prince Guillaume. Comme ses affaires sont florissantes, il est rejoint par ses 5 fils, Amschel, Salomon, Nathan, James et Karl, qui se chargeront des relations avec les clients. Les 5 filles travaillent aussi, mais à la maison. Les filles faisaient les travaux d'écriture. Elles tenaient les livres de compte. Leur père insiste sur un point. En affaires, ils doivent respecter sa philosophie. D'abord, toujours payer vos factures à temps.
Ne jamais avoir de retard. Ne jamais contracter de dette. Ensuite, être scrupuleusement honnête dans toutes vos transactions. Honnête et franc. Pour qu'il n'y ait jamais aucune suspicion de tromperie associée au nom des Rothschild. Cette approche porte ses fruits. En 1796, Mayer Amschel est l'un des 10 juifs les plus riches de Francfort. Mais le ghetto est trop étouffant pour Nathan, son troisième fils. Nathan était de loin celui qui aimait le plus prendre des risques et le plus audacieux. Il voulait affronter le monde. Il était impatient de quitter Francfort pour ouvrir l'entreprise sur le monde. Cet ambitieux jeune homme trapu, aux cheveux roux, pressent que l'économie anglaise en plein essor pourra lui donner sa chance. C'était quelqu'un qui avait un but et la ténacité nécessaire pour l'atteindre. Malgré son manque de maîtrise de l'anglais, Nathan s'installe à Manchester, le cœur de l'industrie du textile, et commence à exporter du tissu à destination de son père à Francfort et du reste de l'Europe. Il était extrêmement malin et déterminé. Il n'avait aucun loisir. Son seul hobby, c'était son travail. Il y passait toutes ses journées. Il était très ambitieux. En 1806, il consolide sa nouvelle identité anglaise en épousant Anna Barren Cohen, la fille d'un riche financier juif. Il s'installe à Londres et, avec le soutien de son beau-père, ouvre son propre établissement financier, N.M. Rothschild et Fils. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il acquiert une place de leader auprès de ses frères. Il était tous les matins à la Bourse de Londres, où il avait même sa place de prédilection à côté d'une colonne. Mais bientôt le destin de Nathan bascule. Les actions d'un ambitieux général français vont propulser la famille Rothschild vers des sommets en termes de puissance et de richesse. Au début du 19e siècle, les activités bancaires de Mayer Amschel Rothschild se portent à merveille. Son fils Nathan a fondé à Londres la branche anglaise de l'entreprise familiale. Pourtant, la situation de l'Europe est explosive. Sur le continent, l'empereur Napoléon Bonaparte est au milieu d'une longue campagne militaire. Après avoir conquis l'Autriche, la Russie et la Prusse, il a maintenant des vues sur l'Angleterre. Il s'est dit que le seul moyen de vaincre l'Angleterre, c'était de l'asphyxier économiquement. Son idée était d'instaurer ce qu'il a appelé le blocus continental, pour empêcher toutes les marchandises et tous les fonds de quitter l'île à destination de l'Europe. Les Rothschild, qui sont maintenant implantés des deux côtés de la Manche, y voient une opportunité commerciale intéressante, bien que risquée. Il se lance dans une opération de contrebande très lucrative. C'est Nathan, en Angleterre, qui en est le maître d'œuvre. Il a fait construire des bateaux spéciaux, petits et rapides, pour traverser la Manche. Et ensuite, un de ses frères à Paris organisait un service de ce qu'ils appelaient des post-boys, des coursiers à cheval, qui acheminaient les marchandises ou les lingots d'or très rapidement jusqu'à destination. Ce réseau de coursiers rapides et fiables transporte également d'autres cargaisons précieuses sur le continent, les informations. Les Rothschild savent donc, avant les autres, tout ce qui se passe dans le monde de la finance et de la politique. Ils avaient compris que l'information pouvait rapporter gros. C'est l'idée que des nouvelles précises peuvent être d'une importance capitale pour vos transactions financières. Les guerres napoléoniennes apportent un autre bénéfice aux Rothschild. Le prince Guillaume de Hesse-Kassel, le premier bienfaiteur de la famille à Francfort, est maintenant en fuite et il veut que sa fortune soit investie en toute sécurité. Il a dit à Nathan, faites ce que vous pensez être le mieux pour mon argent. Ce pécule a été une opportunité gigantesque pour Nathan. Nathan place les investissements du prince dans des actions anglaises et résout un autre de ses soucis. Guillaume de Hesse-Kassel veut pouvoir accéder à son capital où qu'il soit en Europe. Ce dont le prince de Hesse-Kassel avait besoin, au même titre que les autres princes, c'était de banquiers pouvant lui garantir qu'il pourrait retirer son argent quand et où il le voulait.
En 1814, alors que les troupes britanniques combattent l'armée napoléonienne sur le continent, elles ont un obstacle de taille à surmonter. Le duc de Wellington, commandant des forces de Sa Majesté, va bientôt se retrouver à court d'argent, si bien que la Grande-Bretagne risque de perdre la guerre. On ne peut pas faire déplacer une armée sans argent. Il faut payer les hommes et il y a toutes sortes de frais. Mais comment envoyer l'argent nécessaire sur place? Il fallait passer par le type de banque que les Rothschild avaient créé. C'est ainsi que le 11 janvier 1814, Nathan Rothschild est officiellement chargé de financer l'avancée de Wellington sur le sol français. En puisant dans la fortune familiale, il doit acheter des francs français et les revendre avec des intérêts au gouvernement britannique. Pour les Rothschild, c'est un incroyable retournement de situation, car 20 ans plus tôt, ils n'étaient que des juifs opprimés du ghetto de Francfort. Aujourd'hui, le sort de l'Europe est entre leurs mains. Comme une marque de fabrique, les Rothschild vont compter uniquement sur les membres de leur famille pour cette opération risquée. Le jeune frère de Nathan, James, est ainsi dépêché en France. James n'était qu'un adolescent quand son père l'a envoyé en France pour réceptionner l'argent qui arrivait par bateau. Il devait le faire passer jusqu'en Espagne où se battaient les soldats de Wellington. Bientôt, l'argent parvient régulièrement jusqu'aux troupes britanniques, ce qui les aide à reprendre la main. Le 18 juin 1815, elles imposent une cuisante défaite à Napoléon lors de la célèbre bataille de Waterloo. Juste après la victoire, un épisode va prouver les qualités du système de coursier des Rothschild. Dès que la bataille s'est terminée et que la victoire a été déclarée, Wellington a envoyé un messager officiel de l'autre côté de la Manche pour informer le gouvernement à Londres. Il est arrivé 24 heures après le coursier des Rothschild qui apportait la même information. No, Hardman. The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. Thomas Jefferson? Mr. President, how do I get him to understand? As we did, son, remain vigilant. Too many have hidden the truth, and the light of our liberty dims with every passing day. Quickly, take my horse. Show him. Wait, show me what? Where are we going? Stallion of Liberty! Right on the hoary wind! Oh, where are we? Battle of Waterloo! Hold on, we gotta get through! A money machine! There it is! Hey, is that the same people? Rich bankermen from Germany flying under the banner of the Red Shield. They finance both sides of the war. We must hurry! That's him, the Red Shield courier! Shoot him! No, I'm not shooting anyone. Damn it, Pie. What? He beat everyone back with the news of the war and told England that Napoleon won. The Red Shield bankers in London pretended that England was doomed and started selling their English stocks. The English went into a selling frenzy to get rid of worthless English money. But the English won, right? Of course they won. But it was a trick by Red Shield. They waited until the stocks plummeted to pennies and then bought England back for nearly nothing. What? They did that? How? When the English leaders found out, they had no choice but to give themselves over to the Red Shield. Their money was gone and they were slaves to the Red Shield war debt. Since that time, the English have been paying their national taxes directly to the Red Shield private bankers. The people have no idea. But the bankers bragged about what they did to us, laughing at us all the way to the bank. Why, it's the best business I've ever done. If I can control a nation's wealth, I care not who makes its laws. Oh, is this what Jefferson wanted to show me? No, look. They're in America, too? The Red Shield banks are here, Pie. Seeking a way to conquer our American dream. The dream you have, Pie. The dream of free men. They tried to take over our country many times and failed because Jefferson and the Patriots vowed to stop the evil tyrants at all costs. By authority of eternal God, he would not let the bankers win here. To preserve our independence, we must not let our rulers load us with perpetual debt. We must make our choice between economy and liberty or profusion and servitude. Wow. I
high-place economy among the first and most important of Republican virtues, and public debt is the greatest of the dangers to be feared. It is incumbent on every generation to pay its own debts as it goes. We must have a central bank to secure this country's finances. If the American people ever allow private banks to control the issue of their money, first by inflation and then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of their property until their children will wake up homeless on the very continent their fathers conquered. Jefferson, you're mad. This country will have a central bank. Who's that? America's first Secretary of Treasury. Alexander Hamilton? Not for long. Aaron Burr, Thomas Jefferson's vice president. They didn't take too kindly to our first Sec Treasury. Sweet shot, Burr. The first attempt at a central bank only lasted 20 years and we shut it down. But the bankers tried again against Old Hickory President Andrew Jackson. You are a den of vipers and thieves. I intend to rout you out. Then by the eternal God, I will rout you out. After surviving an assassination attempt, Jackson finally defeated the bank in 1836. When asked what was the greatest accomplishment in his life, Old Hickory replied, I killed the bank. and those were his last words. I killed the bank. La réussite éclatante des Rothschild durant les guerres napoléoniennes assure leur réputation et leur fortune. Elle marque aussi la naissance d'un nouveau concept dans la finance, car auparavant les gouvernements n'avaient que peu d'options pour réunir des capitaux. Vous pouviez soit augmenter les impôts, soit dévaluer votre monnaie. Et aucune de ces solutions n'est très séduisante. Les Rothschild viennent d'inventer une troisième méthode. Un gouvernement peut contracter un emprunt auprès d'un organisme privé, comme une banque ou un particulier, en échange d'un titre promettant au prêteur de le rembourser avec des intérêts. Ce fut un moment très important dans la formation des marchés modernes des capitaux. Pourtant, même cette contribution très importante ne suffit pas à faire accepter les Rothschild par les milieux bancaires européens. Quand les financiers sont invités à accorder des prêts très lucratifs pour que la France puisse se reconstruire après la guerre, ils ne sont pas sollicités. À la fin des guerres napoléoniennes, c'est la plus riche famille d'Europe. Et pourtant, à la signature des traités de paix, les Rothschild sont tenus à l'écart. On ne leur donne pas la place d'honneur. Ils sont toujours des nouveaux venus. L'envie et le ressentiment envers les Rothschild et leur fortune s'expriment dans la presse populaire de manière encore plus directe. De nombreux dessins et caricatures ont été publiés. L'un d'eux montre par exemple Nathan Rothschild debout sur des pièces d'or. C'est le genre d'image que le public avait. Les insultes et le mépris ne font que renforcer la détermination des Rothschild. Malgré leur puissance croissante, ils doivent sans cesse faire face à l'antisémitisme. Depuis la fin des guerres napoléoniennes, la famille est bien implantée sur le continent. Nathan et James dirigent les branches de Londres et Paris et sont devenus deux des hommes les plus riches d'Europe. Malheureusement, le patriarche Mayer Amschel n'a pas vécu assez longtemps pour assister à leur réussite. Il est mort en 1812 à 69 ans. Pourtant, son héritage perdure. Un accord de partenariat conclu avec ses 5 fils 2 ans plus tôt préserve son entreprise, mais leur impose certaines conditions. La maison Rothschild ne devait pas être divisée entre les garçons. Elle devait rester une entité et chaque fils en avait une partie. Aucune place pour les femmes. La succession passait par les fils. Aucune place non plus pour les étrangers à la famille, pour les gendres ou pour les non-juifs. Pour tout dire, les Rothschild sont tellement résolus à garder l'entreprise dans la famille qu'ils se marient même entre eux. C'était douloureux de donner une dot pour marier une fille. Alors c'était une bonne solution de la verser à un frère ou un cousin qui était aussi un partenaire en affaires. C'est ainsi que James, en France, épouse sa nièce Betty et que le fils de Salomon, Anselme Salomon, se marie avec sa cousine Charlotte. Sur 18 mariages, il y a eu 16 unions endogames. Pour un Rothschild, l'épouse parfaite était une Rothschild.
Maintenant que leur partenariat est scellé, les 5 fils se déploient en Europe pour créer le premier réseau bancaire multinational. Dans les années 1820, Amschel reste à Francfort, tandis que Salomon s'installe à Vienne, Karl à Naples, avec Nathan et James toujours à Londres et Paris. Pour la famille, c'est un choix ambitieux et payant. Ainsi, ils ont pu mettre sur pied les fondations de leur dynastie dans plusieurs centres financiers européens. On voit que les 5 frères sont la base de la dynastie Rothschild. Mais leur ascension rapide et la nature transnationale de leurs affaires alimentent également les rumeurs antisémites, accusant la famille de sinistres complots, d'arrière-pensées et de manipulation. Le mythe qui s'est construit autour de la famille était celui de l'influence négative de la puissante famille juive. C'était sans fin et très pernicieux. Pour beaucoup de gens, on ne pouvait pas leur faire confiance. Quelles étaient leurs véritables motivations? Voulaient-ils vraiment être des citoyens français, par exemple? Ou bien avaient-ils une plus grande allégeance envers l'Empire austro-hongrois parce que le reste de leur famille vivait là-bas? Les Juifs n'ont pas de patrie au sens où nous l'entendons. Pour nous, la patrie, c'est le sol et les ancêtres, c'est la terre de nos morts. Pour eux, c'est l'endroit où ils placent leur plus grand intérêt. Leurs intellectuels arrivent ainsi à leur fameuse définition, la patrie, c'est une idée. Mais quelle idée? Celle qui leur est la plus utile est par exemple l'idée que tous les hommes sont frères, que la nationalité est un préjugé à détruire, que l'honneur militaire pue le sang, qu'il faut désarmer et ne laisser d'autre force que l'argent, etc. Là-dessus, faut-il les appeler sales juifs ou première aristocratie du monde? Vous en penserez ce que vous voudrez, selon votre tempérament et selon les circonstances. Ce n'est point intéressant, mais vous ne nierez point que le juif ne soit un être différent. Voilà. De tous les pays d'Europe, c'est la France qui offre aux Juifs les meilleures conditions de vie, car depuis la Révolution de 1789, ils ont les mêmes droits que les autres citoyens. James et son épouse Betty profitent d'ailleurs pleinement de cette ouverture de la société française. Le salon de Betty Rothschild était très réputé. Son français était impeccable et ses manières très sophistiquées. Les Français l'adoraient. C'est elle, par exemple, qui a lancé la carrière de Chopin à Paris. Après avoir obtenu le titre de baron en 1822, les 5 frères deviennent officiellement barons de Rothschild. James est aidé par son amitié avec un jeune noble français, Louis-Philippe. Après la Révolution de 1830, la monarchie de Juillet porte Louis-Philippe sur le trône. Comme les finances du jeune gouvernement sont précaires, le gouvernement demande à James de prêter des fonds pour ramener une certaine stabilité. Une fois encore, les Rothschild bénéficient de leurs relations en haut lieu. Louis-Philippe avait confié tous ses capitaux personnels à James Rothschild. Il avait en partie grandi en Angleterre et il était très ouvert aux idées modernes sur le secteur bancaire. Pour lui, Rothschild était quelqu'un de très compétent. Mais s'il est bien considéré par les autorités, James joue aussi un rôle influent dans la communauté juive en donnant anonymement de grosses sommes pour soutenir des écoles, des hôpitaux et des synagogues. Les Rothschild aidaient la communauté juive, mais dans leur vie quotidienne, ils ne fréquentaient pas beaucoup d'autres juifs, même ceux des grandes familles bourgeoises. Ils étaient plutôt tournés vers l'aristocratie. James était en quelque sorte le roi des Juifs de France, mais c'était un souverain très distant. Dans les années 1840, James fait entrer sa famille dans l'industrie lourde car il devine le potentiel financier des nouvelles machines à vapeur. Ils se sont lancés dans la sidérurgie et l'exploitation minière. Ils travaillaient ensemble dans des mines d'étain, de mercure ou de diamants. James a construit les premiers chemins de fer de France. Son frère en a bâti en Autriche-Hongrie et plus tard, ce fut au tour de l'Amérique du Sud. Il y avait peu de secteurs où il n'intervenait pas. Mais en 1848, des barricades s'élèvent encore une fois dans les rues de la France, secouées par une nouvelle révolution. Louis-Philippe dépose les armes et James risque de perdre la protection des plus hautes instances. Mais quand le neveu de Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, devient l'empereur Napoléon III en 1852, James l'assure de sa loyauté. À chaque fois qu'il y avait un revirement politique à la tête de l'État français,
La seule chose qui ne bougeait pas, c'était la position prédominante du baron James. Peu importe qui était au pouvoir, Rothschild était là. En 1855, James fait construire le somptueux château de Ferrières, près de Paris. Quand il a appris que l'un de ses cousins anglais avait engagé le grand architecte Paxton pour se faire construire un manoir, il a appelé Paxton et il lui a dit « Construisez-moi une maison comme Mountmore », qui est le manoir de son cousin, mais en plus grand. Considéré comme le plus beau château de son époque, Ferrières a de quoi loger 100 domestiques et 80 chevaux, et possède un petit chemin de fer souterrain pour apporter les plats chauds jusqu'à la salle à manger. Le château impose James comme un membre éminent de l'aristocratie. Même l'empereur Napoléon III demande à y être reçu. Il a donné une immense réception en son honneur. Bien sûr, quand Napoléon est arrivé, il a planté un arbre, comme le voulait la coutume. Il y a eu un immense banquet et une grande partie de chasse à courre, pendant laquelle 900 faisans ont été abattus. Ce fut l'apothéose de la vie mondaine de James. Il faut se rappeler que le baron James avait grandi dans le ghetto de Francfort et qu'un petit garçon juif devait descendre du trottoir quand il croisait un chrétien. C'est incroyable de se dire que le même homme, une fois adulte, a chassé avec un empereur. Mais la santé de James pâtit de cette vie fastueuse. Accablé par la goutte et les calculs biliaires, il meurt de la jaunisse en 1868. Il est le dernier des frères à s'éteindre, le dernier des 5 de Francfort qui se sont affranchis du ghetto pour conquérir l'Europe. La famille a fait beaucoup de chemin, mais la génération suivante des Rothschild s'attaquera au dernier bastion de pouvoir qui lui échappe encore, la politique. Au XIXe siècle, les frères Rothschild ont été les géants incontestés de la finance et des affaires. Pourtant, malgré leur fortune, ils sont toujours victimes d'injustices comme tous les juifs d'Europe. Même si la France leur a accordé la citoyenneté, d'autres pays restreignent toujours leurs droits. Même en Angleterre, il faut savoir que les Juifs avaient le droit de vote, mais pas celui de siéger au Parlement. Et leurs enfants n'avaient pas accès aux grandes écoles comme Eton, Rugby, Cambridge ou Oxford. Ainsi, en 1836, quand le fils de Nathan, Lionel, prend les rênes de la société à Londres, il y voit l'occasion de faire tomber des barrières. Les réformes sociales balayent la Grande-Bretagne, où le droit de vote est par exemple étendu à la classe ouvrière. Et un nombre croissant de gens pensent que les minorités britanniques, comme les catholiques ou les juifs, doivent obtenir l'égalité. Lionel s'intéressait au secteur bancaire, mais avait également des aspirations politiques. À ses yeux, son père avait posé les fondations nécessaires pour que la famille Rothschild fasse plus que des opérations bancaires. Et il s'est présenté au Parlement. En 1847, Lionel de Rothschild est candidat dans le district de la City, le quartier des affaires, où il est connu et populaire. Il est largement élu, mais pour entrer en fonction, il y a une condition qu'il n'est pas en mesure de respecter. Lionel devait prêter le serment traditionnel de tous les députés en jurant sur sa foi chrétienne. Logiquement, il a dit « Je ne peux dire cela en toute bonne foi ». Du coup, il n'a pas pu entrer en fonction. Il se représente, est réélu et une nouvelle fois ne peut pas entrer au Parlement. À chaque fois, il a remporté le scrutin et le fonctionnaire présent n'a pas voulu reconnaître son élection. Donc bien que très privilégiés, les Rothschild étaient quand même en butte à de l'antisémitisme. Au bout de 10 ans, un arrangement a été trouvé et Lionel a pu siéger après une prestation de serment modifiée pour l'occasion. Dans son rôle de député, Lionel se comporte comme un véritable gentleman anglais. Il reçoit l'élite de la bonne société dans son château de Piccadilly et ses 3 fils, Natty, Alfred et Léopold, se font construire de magnifiques demeures à la campagne. Ils étaient si éminents dans la région qu'on la surnommait le Rothschildshire. Ils avaient fait construire des demeures fabuleuses comme Mountmore, Tring et Ascot. C'est le château d'un cousin, Ferdinand, qui a la plus belle de toutes les propriétés des Rothschild.
Selon moi, le plus magnifique est le manoir de Whetstone. Le baron Ferdinand a réuni de splendides collections de toutes sortes de choses, des tapisseries, du mobilier français du XVIIIe siècle, des toiles de maître, etc. À Whetstone, il voulait tout ce qui se faisait de mieux. Ferdinand est le château le plus impressionnant. Mais c'est Lionel, grâce à ses contacts dans les milieux politiques, qui peut s'impliquer dans la marche du monde. En 1874, le gouvernement britannique commence à s'inquiéter pour son accès au canal de Suez, une route maritime essentielle vers les colonies de l'Empire. À l'époque, les propriétaires égyptiens du canal ont des difficultés financières. Quelqu'un allait devoir renflouer les Égyptiens pour éviter que le canal de Suez ne fasse faillite. Inquiet du risque d'une prise de contrôle par les Français, le Premier ministre britannique Benjamin Disraeli décide d'acheter une part importante du capital du canal. Mais cela coûtera 4 millions de livres. Disraeli est allé voir la reine pour lui dire que c'était la meilleure solution pour l'Angleterre, mais qu'il ne pouvait pas garantir qu'il aurait les 4 millions, parce que le Parlement n'était pas en session. Le Premier ministre se tourne alors vers son ami Lionel de Rothschild. Lionel a dit « laissez-moi y réfléchir ». Et le lendemain matin, il lui a renvoyé un message disant « Vous avez les 4 millions ». Ainsi, la Grande-Bretagne a pu prendre une participation majoritaire dans le canal. Et Disraeli a envoyé un célèbre télégramme à la reine avec ces mots « Vous l'avez, madame ». C'est un véritable tour de force. Maintenant, le passage par le canal de Suez est garanti pour les navires britanniques et l'Empire continue à prospérer en Inde et en Afrique. La population se réjouit et Disraeli et Lionel sont les héros de la nation. Quand Lionel succombe à une crise cardiaque en 1879, la famille décide de recentrer ses activités sur les prêts commerciaux. La maison Rothschild a atteint l'apogée de sa réussite et de sa puissance sans doute vers 1880. Ensuite, les gouvernements se sont montrés plus rationnels dans leur politique fiscale, leur code des impôts, etc. Si bien que le besoin de financement privé a non pas disparu totalement, mais considérablement diminué. Au début du XXe siècle, le monde doit faire face à de nouveaux défis sociaux et politiques. Les Rothschild, toujours impliqués dans le secteur bancaire, n'ont aucune stratégie pour gérer les turbulences économiques des années 1920 et 1930. Et leur appartenance religieuse les met en danger face à la montée en puissance d'Hitler. Parce que quand vous voyez comment ça marche, la création monétaire, mais il y a de quoi descendre dans la rue et foutre le bordel, un bordel noir. Enfin, c'est incroyable. Moi, j'étais prof de droit d'économie. J'ai enseigné le droit à l'économie pendant 10 ans. Donc, j'ai enseigné la création monétaire, comme tous les profs d'économie. Et je l'ai enseigné comme aujourd'hui c'est enseigné, c'est-à-dire que c'est pas de façon critique du tout. C'est comme ça, les banques privées créent la monnaie, ensuite elles vont se refinancer en fonction de leur part de marché, elles vont se refinancer auprès de la Banque centrale. Et puis je passe à un autre sujet, parce que quand on est à un cours d'économie, il y a plein de choses à voir, hein. Il n'y a pas que la monnaie, il y a le chômage, l'inflation, il y a plein d'autres choses. Ça ne m'a même pas effleuré, jusqu'à il y a 3-4 ans, ça ne m'a même pas effleuré de contester le système fondamentalement. Structurellement, viscéralement, ça ne m'a pas effleuré d'être révolté. Et Frédéric Lordon, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui on discute beaucoup, et qui me disait, quand je lui ai commencé à lui parler de création monétaire, en disant, mais c'est incroyable ce truc, quoi, les banques privées qui créent la monnaie, Frédéric me disait, mais enfin, tu tombes des nues, enfin, d'où tu sors, tout le monde sait ça, on apprend ça en première année de fac. Alors, c'est vrai qu'on apprend ça en première année de fac, mais on n'apprend pas à se révolter. On apprend en première année de fac que c'est comme ça et c'est bien comme ça. Mais c'est pas pareil que si on l'apprenait en disant « Et qu'est-ce que vous en pensez ?» Le cas caricatural, c'est les Américains. Les Américains, avant 1913, ils avaient une banque centrale, mais qui était encore sous contrôle des citoyens, plus ou moins. Et puis, ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu. Ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu.
La même année, 1913, alors on veut dire, ils peuvent marquer cet anniversaire d'une pierre noire. La même année, les banquiers privés, 5 banquiers, ont réussi avec des manœuvres qui sont... Vraiment, il faut lire ça, quoi. C'est passionnant, il faut lire ça. Il y a 2 gars qui ont enquêté toute leur vie sur le sujet et qui ont retracé ça méticuleusement. C'est passionnant. 5 banquiers qui ont réussi à obtenir que quand l'État américain a besoin d'argent, il n'y a pas de problème. C'est nous, les banquiers privés, qui allons lui donner, qui allons lui prêter, avec un intérêt de 6%. Alors comment se fait-il que si vous ou moi créons de l'argent, cela s'appelle de la contrefaçon, mais que si ce sont les banques qui le font, on appelle cela de l'augmentation des réserves en argent? Comment les banques ont-elles obtenu ce pouvoir? C'est en 1910, sur l'île Jekyll, que les représentants des familles Rockefeller, Rothschild, Morgan et d'autres banquiers privés se sont réunis en secret pour rédiger l'avant-projet de législation qui créera la Réserve fédérale américaine. But the bankers, greedy for more power and wealth, were concocting their most ambitious plan yet to once and for all take control of the finances of the United States. In 1910, a secret meeting was held at a J.P. Morgan estate on Jekyll Island off the coast of Georgia. This meeting was so secretive, so concealed from government and public knowledge that the 10 attendees used code names. I am clearly the richest man, so I should be the one to run the super-secret central bank. I own all the oil in America. I'm clearly richer than you will ever be, hula girl. I should run the super-secret central bank. You're nothing compared to me, lube job. I shall run the secret bank. Silence! Supreme Master Leader, I didn't know you were gonna be here. I'm not. Neither are you, dumbass. Oh, yeah, right. He's so smart. None of you shall run the bank. We have failed in the past because of openness. This time, the key to success is secrecy. The people must believe that they run the bank. Yes, brilliant! A sneak attack. What's the plan? We first create panic, then we show them the solution. With our man in office and well-planned timing, we will have our central bank. And so the people think it is theirs. We shall christen it Federal. The Federal Reserve. Depuis, alors ils n'étaient pas endettés à l'époque, du tout, les États-Unis n'étaient pas endettés. Aujourd'hui, la Fédérale Réserve, alors ils ont décidé de s'appeler Federal Reserve pour que ça ne sente pas. La banque centrale privée, les Américains ne voulaient pas de banque centrale, ils ne voulaient pas la domination de Wall Street, ils ne voulaient pas, ils savaient que c'était dangereux, ils n'en voulaient pas. Et ils ont fait un truc malin, ils ont dit on va l'appeler Federal Reserve. C'est génial. C'est génial. Ed Griffin a retranscrit dans un livre ce qui s'est passé sur l'île de Jekyll. Les banques centrales sont des cartels bancaires qui ont établi un partenariat avec les gouvernements respectifs des pays où elles opèrent et à qui on a donné le monopole de la création des réserves d'argent d'une nation. C'est le cadeau que leur ont offert les politiciens, si l'on peut dire, pour le partenariat. Que font les banquiers pour les politiciens en retour? Puisqu'ils détiennent le pouvoir légal de le faire, ils promettent de créer de l'argent à partir de rien, chaque fois que le gouvernement en a besoin. Et depuis 2008, nous avons été les témoins de la plus importante période d'impression de faux argent de l'histoire. Ce tour de passe-passe financier dissimule les coûts, protège les responsables et fait de nous des esclaves de la dette qui doivent travailler pour rembourser la facture. Le service des recettes internes a été créé la même année que la Réserve fédérale américaine en 1913. Et l'impôt sur le revenu a ensuite été introduit afin que vous et moi payions la dette des politiciens plus les intérêts aux banquiers. Tout cela est plutôt révélateur. Mais ils ont gobé ça, ils ont voté ça à Noël à l'arrache. Ils se sont fait enfumer. They struck on December 23rd, 1913.
When most of our Congress were at home eating fruitcake, these bastards, I mean bankers, presented their treasonous act to their newly elected accomplice, Woodrow Wilson, who had fortuitously already agreed to sign it before he was even elected. Wait, the IRS? I thought we always had the IRS. No, pal. They did this to us too. The Fed now has the exclusive power to print America's money. They loan this money to our banks and our government at interest, putting immediate debt on our own money, printing more and more, so each dollar they print becomes worth less than the one before. Merry Christmas. What in the hell is that? That pile is how our government now must pay back these debts to the Fed. Your taxes do not go to your government. They don't? It's the greatest theft in human history. Le problème est qu'aux États-Unis, nous disposons d'un système de banque centrale privée déguisé en un système qui appartient au gouvernement. Government. Ah, the Fed is a private bank owned by private stockholders. Do not let the name Federal fool you. This place is about as Federal Express. Si vous regardez dans l'annuaire de la ville Washington et cherchez la réserve fédérale dans les pages bleues caractéristiques du gouvernement, vous découvrirez qu'elle n'y est pas. Vous la trouverez dans les pages blanches, juste à côté de l'entreprise FedEx. C'est une banque centrale privée. Quelle devrait être la relation appropriée entre le président de la Réserve fédérale américaine et le président des États-Unis? Avant tout, la Réserve fédérale est une agence indépendante. Cela signifie essentiellement qu'aucune autre agence gouvernementale ne peut revenir sur nos décisions. Say, Hartman, why am I wearing a burglar bikini top? Because no one is allowed inside the Fed. Not you, not me, no American citizen, no duly elected member of our Congress, not the Supreme Court. Not the Supreme Court? Not the Supreme Court, not the Justice Department, not the CIA, DIA, FBI, ATF, ATE, NBC, not even G.O.D. Et alors depuis, la dette ne fait que grimper, mais grimper, grimper, grimper. Et la même année, ils ont inventé l'impôt sur le revenu. C'est le même président Wilson qui a mis en place les deux. Et l'impôt sur le revenu, écoutez, je ne sais pas si ça a été conçu comme ça, mais on dirait que ça, tout se passe comme si, et c'est comme pareil en France, hein, plus tard, mais pareil en France. Tout se passe comme si, premier temps, je commence par endetter l'État à mon endroit, moi banquier, je commence par faire que l'État me doive de l'argent, et ensuite, pour que l'État ait de l'argent, je fabrique un nouvel impôt qui va servir à financer cet argent-là. Et finalement, je fais bosser les Américains pour moi, quoi, hein, et moi, je continue à faire rien d'autre que m'acheter mon yacht, mon machin, comme Veblen disait. Mais attends, c'est que ça marche vachement bien, et finalement, l'impôt sur le revenu, il prend tout le service de la dette aux États-Unis, c'est-à-dire que toute la masse monétaire des États-Unis, qui est de la dette, évidemment. Il faudra qu'on prenne le temps d'expliquer ça. La monnaie, c'est de la dette. De la dette de l'État ou de la dette de la banque, mais c'est que de la dette. En France, c'est pareil. Tout ce que vous payez en impôt sur le revenu, 100% de ce que vous payez, ne sert pas à faire marcher les hôpitaux, les écoles, les services publics. Pas du tout. Ça part tout dans le service de la dette, c'est-à-dire que ça part dans les poches des riches qui ont prêté à l'État, parce que l'État a renoncé à créer lui-même la monnaie dont il a besoin. L'État, c'est l'État. Nous, en fait, nos représentants, en fait, des félons, des traîtres ont obligé l'État, nous ont obligés à nous endetter auprès d'acteurs privés, donc des gens qui, par définition, ont de l'argent. S'ils peuvent nous prêter, c'est qu'ils ont de l'argent. À nous endetter auprès de ces gens-là, en leur payant un intérêt. Et cet intérêt, alors il a grandi depuis 1973. Et si vous regardez les déficits de chaque année, ils sont égaux au service de la dette. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la dette, on serait resté à peu près, grosso modo, on serait resté à peu près à l'équilibre, à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, le déséquilibre, c'est la formation de la dette et le service de la dette, pas le remboursement.
c'est inaccessible le remboursement, ça fait trop d'argent. Le service de la dette, juste les intérêts, l'État le prend par l'impôt sur le revenu et le donne aux riches. Mais c'est incroyable qu'on accepte un système pareil, c'est juste incroyable qu'on accepte. C'est incroyable qu'on appelle représentants des gens qui sont capables de nous trahir au dernier degré comme ça. Quand vous faites les milliards et que vous regardez ce qui nous manque pour la Sécu, vous regardez ce qui nous manque pour la retraite, vous regardez ce qui nous manque pour EDF, GDF, tous les services publics, mais attendez, mais vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tout ce qu'il faut. The Zionists in Germany, who represented the Zionists from Eastern Europe, went to the British War Cabinet, and I'm going to be brief because it's a long story, but I have all the documents to prove any statement that I make if anyone here is curious or doesn't believe what I am possible. The Zionists in London went to the British War Cabinet and they said, look here, you can yet win this war. You don't have to give up. You don't have to accept a negotiated peace offered to you now by Germany. You can win this war if the United States will come in as your ally. The United States was not in the war at that time. We were fresh, we were young, we were rich, we were powerful. And they told England, we will guarantee to bring the United States into the war as your ally, to fight with you on your side, if you will promise us Palestine after you win the war. In other words, they made this deal. We will get the United States into this war as your ally. The price you must pay us is Palestine after you have won the war and defeated Germany, Austria-Hungary, and Turkey. La guerre de 14 a permis la déclaration Balfour et le foyer juif en Palestine. Le petit peuple juif polonais, russo-polonais et allemand a été sacrifié par les élites juives américaines, on le sait, par des lettres de rabbins qui se plaignent pour effectivement que la Shoah permette la partition de 48. On a des lettres de rabbins qui se plaignent que les élites juives américaines les sacrifient et les condamnent à mort parce qu'ils ne laissent pas le pouvoir hitlérien, via les négociations de Himmler, les laisser partir contre de l'argent dans les pays. Tout ça est tracé de A à Z. Et la phrase, effectivement, des élites sionistes américaines, ça renvoie à Netanyahou, qui est un Américain, qui n'est pas le petit peuple d'Israël, qui disait bien à l'époque, tout juif qui ne meurt pas en Palestine, il vaut mieux pour l'Israël de demain qu'il meure dans le Reich allemand. But it wasn't just Swiss bankers who dealt with Hitler's right. While war raged,
there were British and American bankers who continued to do business with the Nazis. The BIS channeled investments from the Allied powers into Germany for the expansion of her economy. So, by 1816, some authors claim the Rothschilds had taken control over the Bank of England. But a group of Zionists at the same time was quietly negotiating an agreement with the Nazis to allow the immigration of German Jews and the transfer of their assets to Palestine. That deal, reported in August 1933, was the transfer agreement. Palestine, sparsely settled by Jews at the time, was radically changed as a result. Revealing secret negotiation between the Nazis and the Zionists in 1933, which allowed German Jews and their assets to go to Palestine. Well, with the rise of Adolf Hitler to power in the spring of 1933, the Jews of the world were faced with a dilemma. They could raise a cry of protest, a cry few would heed, or they could make a deal with Hitler, a deal that would bring a step closer their dream of an independent Jewish state. And perhaps the fourth and most prevalent myth has been that of Zionism as the moral legatee of the victims of the Holocaust. And what is particularly savage in the irony that surrounds this claim is the fact that the Zionist movement and the Zionist leaders itself were the active collaborators with the perpetrators of the Holocaust. They participated in the suppression of Jewish resistance, and they organized a consistent opposition to any escape on the part of European Jewry. La Deuxième Guerre mondiale a permis 48, c'est-à-dire la création d'un État juif et la partition de 48. Quand Rothschild, qui est une réalité, une métaphore, c'est-à-dire la puissance économique juive, déclare qu'il a accumulé suffisamment d'argent et de pouvoir pour ne plus attendre Israël de Dieu, mais se l'acheter lui-même. C'est le processus qui a amené à Israël, déclaration Balfour, la création de la banque, etc. C'est-à-dire, avec le ralliement progressif des Juifs religieux au sionisme, on passe d'un peuple craignant Dieu et essayant de s'élever à l'exigence de sa promesse à un peuple se prenant pour Dieu, sombrant dans le narcissisme et le racialisme. Ainsi, le juif pieux traditionnel savait que sa souffrance était une punition divine, c'est clairement dans les Écritures, tandis que le juif moderne accuse partout le goy de sa souffrance et se croit le droit moral de déverser partout sa haine de l'autre pour son insoumission à sa volonté inextinguible de domination. Là, on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur qu'est-ce que l'antisémitisme aujourd'hui. C'est quelqu'un que les juifs n'aiment pas, l'antisémite, et c'est quelqu'un qui se soumet de mauvaise grâce à la domination juive. Ce n'est que ça, c'est clair et net. Les nazis n'ont pas fait beaucoup de victimes parmi les Rothschild, parce qu'ils avaient les moyens de quitter les pays qui allaient être occupés juste avant l'invasion. Mais l'un des frères vivant en Autriche a été emprisonné par les Allemands. D'ailleurs, le flegme avec lequel le baron Louis von Rothschild a accueilli son arrestation à Vienne est devenu légendaire. Quand les SS sont arrivés, il prenait son dîner. Il n'avait pas tenté de quitter le pays alors qu'il l'aurait pu. Il leur a dit « Mon chef cuisinier n'a pas encore terminé mon dessert. J'aimerais rester. » Visiblement, les SS ont été tellement impressionnés par son attitude qu'ils l'ont laissé faire.
Mais ensuite, ils l'ont conduit au QG de la Gestapo, puis transféré dans un hôtel qui servait de prison aux détenus VIP. D'autres membres de la famille n'ont pas eu autant de chance. Bien qu'elle ne soit pas juive, Elisabeth, la femme de Philippe de Rothschild, est déportée dans un camp de concentration dont elle ne reviendra pas. Tandis que les Rothschild fuient les nazis, bon nombre de leurs biens abandonnés sur place sont tout simplement pillés. La Seconde Guerre mondiale a été un désastre. Bien sûr, tous leurs biens ont été confisqués par les Allemands, en France, en Autriche, en Hollande, en Belgique, sur tout le continent. Leurs magnifiques demeures et leurs collections d'œuvres d'art ont été pillées et tout a disparu. Après la guerre, les membres de la famille rentrent peu à peu chez eux. Beaucoup tentent de retrouver ce qui a été perdu. Les chevaux de course sont récupérés en Allemagne, de même que certaines œuvres d'art. La vie a repris son cours, mais bien sûr, l'extravagance d'avant n'est jamais revenue. Mais pour eux, tout a recommencé. Parallèlement, les Juifs d'Autriche avaient été totalement exterminés. Il n'y avait plus rien ni personne. Il semble bien que les Rothschild ne retrouveront jamais la place de choix qu'ils occupaient au XIXe siècle dans le monde de la banque. Mais pour autant, ils restent au premier plan, se tournant vers un autre secteur qu'ils vont révolutionner par leurs innovations et leur détermination. Aujourd'hui, le nom Rothschild est toujours synonyme de richesse, de philanthropie et de bonnes manières. Il est aussi inextricablement lié à l'industrie du vin. Les deux entreprises rivales gérées par la famille, Château Lafite et Mouton Rothschild, sont connues dans le monde entier. La marque Mouton Cadet est même l'un des Bordeaux les plus vendus. À l'origine, Nathaniel s'est intéressé à la viticulture comme à un investissement immobilier dès 1853, quand il est venu de Londres à Paris travailler pour son oncle James. Il a entendu parler de moutons qui étaient appelés bras de mouton à l'époque. Et il l'a acheté pour une modique somme. Il avait senti que c'était un bon investissement. Rebaptisé Château Mouton Rothschild, il est déjà l'un des meilleurs vins de Bordeaux. 15 ans plus tard, en 1868, James, l'oncle de Nathaniel, achète le domaine viticole voisin, Château Lafite, lui aussi de grande qualité. Le fait qu'il achète un vignoble plus grand juste à côté de Mouton a bien sûr créé une rivalité entre les deux branches de la famille. Au fil du temps, elle a été mi-sérieuse, mi-amicale, mais il y a toujours eu une concurrence entre les deux propriétés des Rothschild. Château Lafite était l'un des plus grands crus français. C'était un vin que l'on servait aux invités de marque pour les grandes occasions. Voici la cave de fermentation. À l'époque de la récolte, en septembre-octobre, nous remplissons les cuves des grappes de raisin récoltées dans nos vignes. Mais au début, il y a une distinction cruciale entre les domaines Lafite et Mouton. En 1855, les vins français sont classifiés. Château Lafite fait partie des 4 vins qui obtiennent la prestigieuse appellation premier cru. En revanche, le Château Mouton Rothschild n'est que 2e cru. Nathaniel est furieux, mais c'est son arrière-petit-fils, le baron Philippe, qui défendra la cause de la reclassification. Philippe a repris Mouton Rothschild. Et il a décidé d'augmenter le chiffre d'affaires. À l'époque, Philippe n'a que 20 ans et il est surtout connu pour être un playboy et un pilote de Formule 1. Il était très exubérant. C'était un homme qui savait ce qu'il aimait et les Rothschild avaient l'habitude de toujours obtenir ce qu'ils voulaient. Il a fait les yeux doux à ma femme, qui était très belle, avec un peu trop d'assurance à mon goût. C'est un néophyte qui arrive dans le monde très fermé des vins de Bordeaux. Mais grâce au flair légendaire des Rothschild, il comprend vite que la qualité du vin est compromise par la sous-traitance de l'embouteillage.
Jusqu'alors, le vin des châteaux du Bordelais était envoyé en fût jusqu'à Bordeaux pour être mis en bouteille par les marchands. Philippe a dit, il faut que ça change. Je veux un contrôle total de mon vin du pied de vigne au produit fini. Je vais le mettre en bouteille au château. Bientôt, tous les autres grands vignobles lui emboîtent le pas. Mais ce n'est pas sa seule idée novatrice. Philippe avait le sens du spectacle. Il a compris les avantages de la publicité, et à l'époque, c'est tout juste s'il y avait des étiquettes sur les bouteilles de Bordeaux. Lui, il s'est dit, allons plus loin et changeons l'étiquette tous les ans. Je demanderai à chaque fois à un grand artiste de la dessiner. Au fil du temps, il a eu les plus grands peintres, Chagall, Dali, Picasso. Il crée également Mouton Cadet, une marque de Bordeaux bon marché. Philippe s'est dit qu'il y avait de l'argent à gagner en produisant un vin que les gens ordinaires pouvaient s'offrir. Et c'est comme ça qu'est né le Mouton Cadet. Mouton Cadet remporte un tel succès qu'il doit acheter d'autres vignes dans la région bordelaise pour répondre à la demande. En 1973, il réalise son vœu le plus cher, la reclassification de son produit phare, le Château Mouton Rothschild. L'une des ambitions de Philippe, quand il a repris le domaine dans les années 1920, c'était de faire réviser la classification. Ce qui lui a pris une 50aine d'années. Et finalement, Mouton Rothschild est devenu un premier cru sur décret du président de la République. C'était la première fois qu'un changement de classification était accordé. Et je pense que ce sera la dernière. Seul un Rothschild pouvait l'obtenir. Quand le baron Philippe s'éteint en 1988 à l'âge de 85 ans, le domaine Mouton Rothschild est repris par sa fille Philippine. Elle continue à le faire fructifier en doublant presque le volume des caisses vendues pour atteindre plus de 2 millions en l'an 2000. Elle diversifie également sa production en achetant des vignobles au Chili et en Californie. Pendant ce temps, le domaine Laffitte est repris par le baron Éric en 1974. Lui aussi s'ouvre à l'étranger avec l'acquisition de vignes en Argentine, au Chili et au Portugal. Si la rivalité persiste entre les deux domaines, elle reste amicale et l'émulation est bénéfique. Dans chaque vignoble, l'équipe est déterminée à faire mieux que ceux d'en face. Et cela a dû concourir à maintenir la bonne qualité de leur vin. Mais les Rothschild ne sont pas seulement des producteurs de vin, ils restent des banquiers. Dans les branches de Londres et Paris, ils s'efforcent de perpétuer la tradition familiale en influençant leur époque. Le problème, ce sont nos institutions. Et dans les institutions du monde, pour l'instant, la procédure règne, celle qui est défendue par tout le monde, les gens de gauche, comme les multinationales, comme les banques. Et c'est ça qui est paradoxal. C'est que des gens aussi différents, aux intérêts si différents, défendent l'élection, c'est louche. Excusez-moi, le fait que Goldman Sachs défende l'élection, c'est qu'elle n'a pas grand-chose à en craindre. Effectivement, Goldman Sachs finance intégralement ou quasiment l'élection du président qui ensuite sert ses intérêts. Mais ce n'est pas propre aux États-Unis. C'est comme ça dans toutes les soi-disant démocraties qui ne peuvent pas être des démocraties à cause de l'élection. Cette Europe qui, aujourd'hui, n'existe exactement comme sur le même principe que le salut des États-Unis d'Amérique, de l'Empire américain, en faisant marcher la planche à billets en fabriquant du faux euro pour renflouer des banques privées qui ont été ruinées par les produits financiers hautement spéculatifs des banques américaines. Il faut voir comme tout ça s'articule. C'est-à-dire qu'en dernière instance, on fabrique de la fausse monnaie qui est de l'hypothèque qui devrait être remboursée par les peuples d'Europe pour payer la dette qui est une stratégie usuraire pure et simple des banques de Wall Street. Donc il faut voir comment tout ça est bouclé. Tout ça par la trahison et le relais de nos responsables politiques qui soit sont des parfaits imbéciles qui ne comprennent rien aux mécaniques économico-monétaires, comme Zemmour me l'a avoué par un mail que je t'ai fait lire tout à l'heure. Parce que Zemmour disait, petite parenthèse, la loi de 73, ça a été mis en place pour bloquer l'inflation, parce que ça évitait que les gouvernements fassent marcher la planche à billets. Alors là, Zemmour vient de m'admettre qu'il ne connaissait rien à l'économie. Il a fait Sciences Po, il bosse au Figaro, c'est bien de l'admettre. Alors il faut qu'il sache, on l'a démontré, que l'inflation n'a jamais été arrêtée après la loi de 73, au contraire, elle a fait que monter.
Alors j'ai tapé inflation sur internet, je suis tombé sur franceinflation.com. Site, bon voilà, avec des statistiques archi-officielles. Vous avez le graphique sous les yeux. Et je vais vous lire les chiffres précis de l'inflation. Donc je commence en 63. Donc en 63, taux d'inflation 4,8%. Ensuite 3,4, 2,5, 2,7, 2,7, 4,5, 6,5, 5,2, 5,7, 6,2 et on arrive en 73 à 9,2%. Ce qui donne donc un taux d'inflation moyen sur la période de 10 ans de 5%. Et après 73, nous arrivons donc, la loi est donc passée, soi-disant pour réduire l'inflation, et nous avons 74 avec 13,7% d'inflation. 75 c'est 11,8, puis 9,6, 9,4, 9,1, 10,8, 13,6, 13,4%, 11,8% et 83, 9,6%. Autrement dit, une inflation moyenne de 11% dans les 10 ans qui ont suivi la loi de 73. Donc quand on nous explique que cette loi de 73 a été faite parce qu'il y avait trop d'inflation et pour la réduire, on se fout de notre gueule tout simplement. Et que de toute façon, retirer à l'État le pouvoir régalien de battre monnaie et effectivement de faire marcher la planche à billets, retirer ce pouvoir de la main de l'État et de la Banque centrale sous contrôle de l'État, c'est pas arrêter la planche à billets, c'est transférer ce privilège aux banques privées. Et aujourd'hui, si M. Zemmour, qui est un camarade par ailleurs, veut bien essayer de s'ouvrir un peu l'esprit, ceux qui détiennent le pouvoir à travers la BCE ne font que de la planche à billets, exactement comme la Réserve fédérale américaine et le Trésor américain ne font que de la planche à billets. Donc, supprimer ce pouvoir de l'État, ça consiste simplement à privatiser la planche à billets, et avec la suppression de la loi 73, on a eu la dette, ce qu'il n'y avait pas avant, et la planche à billets, puisque maintenant, pour payer cette dette exponentielle, on fait marcher à mort la planche à billets. C'est-à-dire qu'au bout du truc, avec la loi de 73, loi Giscard, Pompidou, Rothschild, effectivement, nous avons et la dette exponentielle et la planche à billets exponentielle pour, comment dirais-je, faire répondre à cette fuite en avant de la dette, qui, si on veut le comprendre avec un petit cerveau de ménagère, c'est qu'effectivement, pour rembourser un crédit irremboursable, on reprend un crédit. Ce crédit, étant donné qu'on a de moins en moins de garanties à faire valoir et d'un taux de plus en plus élevé, c'est ce qu'on appelle le système des AAA, des sociétés privées, effectivement, qui participent à toute l'arnaque globale de Wall Street. Normalement, chez nous, le AAA, c'est pour l'andouillette. Normalement, on n'en a rien à foutre qu'une société privée américaine nous fasse du AAA ou du AA, alors que c'est un avis privé garanti par rien et qui n'engage rien. C'est-à-dire que normalement, que ce soit des sociétés de notation privées qui fassent du AAA, c'est-à-dire qui décident de la montée du taux d'intérêt des emprunts qu'on est obligé de faire pour rembourser des emprunts qu'on ne peut déjà plus rembourser, c'est-à-dire que c'est la logique même de ce qu'on a appelé le surendettement des ménages. On a fait tomber tous les pays d'Europe de force, par des lois qui sont passées par la corruption des élites politiques et le mensonge des économistes à la botte. On a fait tomber ces États dans le surendettement forcé pour à la fin pouvoir les racheter à l'euro de papier symbolique ou au franc symbolique par la garantie hypothécaire qui ne sont jamais transposées aux États que les émissions de bons du Trésor. Alors je sais bien que tout ça est trop compliqué pour le petit cerveau d'Éric Zemmour, qui n'est jamais qu'un journaliste, qui n'a pas ma puissance intellectuelle et qui n'est jamais qu'un journaliste de droite du Figaro qui a fait Sciences Po. Mais j'aimerais bien qu'il se penche un peu sur cette réalité, parce qu'on ne peut rien comprendre à l'économie et au projet de domination mondiale du nouvel ordre mondial si on ne comprend rien à la création monétaire et à l'histoire de la monnaie, et notamment à la mise en place progressive, totale et totalitaire de la monnaie scriptuaire, fiduciaire et papier uniquement. Il me semble que sur la malfaisance de ce qui s'est passé en 73, la malfaisance d'avoir abandonné la création monétaire, moi je vois un État ruiné. Donc l'État, il faut comprendre que les riches ont beaucoup à craindre d'un État fort, qu'ils ne contrôleraient pas. Et donc, dans leur stratégie, et on le voit partout dans le monde, ceux qui s'appellent libéraux s'attachent à détruire les États. Et pour les détruire, une des bonnes façons, c'est de le ruiner. Dans les années 1980, les tensions qui en résultent vont déboucher sur une guerre acharnée opposant un père et son fils.
Depuis maintenant plus de 2 siècles, le nom des Rothschild est associé à la banque et à la finance internationale, mais aussi au monde du vin, de l'art et de la philanthropie. Pourtant, dans les années 1950, la réussite de la famille dans le monde des affaires semble compromise. Toujours sous le coup de la Seconde Guerre, les banques de Londres et Paris sont sur le déclin et se contentent de gérer des comptes personnels et de s'occuper de riches clients. L'économie mondiale s'était considérablement développée depuis le 19e siècle, et notamment hors d'Europe. Inévitablement, les opérations menées sur le continent européen avaient moins d'importance qu'avant. À la fin des années 1970, Jacob Rothschild, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Nathan Mayer, entreprend de revivifier la branche anglaise. Impressionné par les résultats de banques d'affaires américaines comme Merrill Lynch et Goldman Sachs, il veut étendre ses activités en ouvrant la sacro-sainte entreprise familiale à des investisseurs étrangers. Jacob voulait que la maison Rothschild rejoigne le club des grandes banques d'affaires et qu'elle ait une structure plus ouverte sur l'extérieur pour pouvoir s'impliquer sur les marchés et créer des tables de change et vendre des titres, des valeurs, des créances, etc. Mais Evelyn, son cousin et rival pour la succession, défend une voie plus progressive et prudente. Il veut que la banque reste une entreprise réservée à l'élite. Il ne faut pas investir sur les marchés et prendre des risques en vendant de gros volumes de titres. On ne risque pas son argent sur ce type de transaction. Il faut maintenir ses capitaux au niveau minimal sans les mettre en jeu et au contraire, vendre très cher ses conseils aux autres. C'est la vision d'Evelyn qui finit par l'emporter et Jacob perd sa bataille pour le contrôle de l'entreprise familiale. Mais la surprise vient du père de Jacob, Victor, qui soutient son neveu Evelyn contre son propre fils. Cette lutte de pouvoir divise la famille. C'est le premier grand conflit depuis la création de la banque au XVIIIe siècle. Jacob claque la porte en emportant ses clients et fonde Rothschild Investment Trust. Jacob en a fait un établissement de grande envergure qui investissait dans toutes sortes de choses et ça a très bien marché. Lui et son fils ont une fortune estimée à environ 3 milliards de dollars. Evelyn reste à la tête de NM Rothschild. Sa vision d'une banque haut de gamme est elle aussi lucrative car les grandes banques d'affaires perdent de leur attrait. De nombreuses corporations ont préféré se faire conseiller par de petites banques élitistes, en se disant qu'elles risquaient moins d'être soumises au conflit d'intérêts qu'on peut avoir quand on fait à la fois du conseil et des transactions sur les marchés. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, la branche française est dans la tourmente. Depuis 1944, elle est dirigée par l'énergique Guy de Rothschild qui a reconstruit l'empire familial en diversifiant les activités de la banque, de la gestion des investissements à celle des comptes courants. Le baron Guy était l'archétype de l'aristocrate français. C'était un homme mince avec un goût impeccable. Mais en 1981, le gouvernement socialiste de François Mitterrand prend une décision sans précédent. Il nationalise la banque. Bien qu'il reçoive une compensation financière, Guy est anéanti. Guy avait tout perdu pendant la guerre. Et ça a recommencé en 1981. Là, il a dit « Trop, c'est trop, je m'en vais ». C'est la destruction de mes 40 années de vie professionnelle et de ce que j'ai bâti avec mes associés durant toute cette période. Tout ça nous est arraché des mains. Il s'est dit qu'à cause de leur nom, de leur réputation et de leur argent, les Rothschild avaient été pointés du doigt. Guy s'installe provisoirement à New York mais finit par revenir en France après un changement dans la politique du pays. Il travaille alors avec son fils David à la réouverture de la banque. C'est une réussite remarquable, notamment de la part de David de Rothschild, car il a réussi à reconstruire la banque française en repartant de presque rien. Ils n'avaient même pas le droit d'utiliser leur nom, même s'ils avaient toujours leur réputation et leurs relations, ce qui les a forcément aidés. Dans les années 1990, il devient évident que les branches concurrentes de France et de Grande-Bretagne vont devoir unir leurs forces si elles veulent survivre dans le monde sans pitié de la finance. En 2003, pour la première fois depuis que Nathan et James ont collaboré pour vaincre Napoléon en 1815, les deux banques fusionnent.
Evelyn abandonne son poste à la tête de la branche anglaise et David, son homologue français, prend en charge la direction du nouveau groupe. Aux yeux d'Evelyn de Rothschild, l'une de ses plus grandes réussites, c'est la réunion des branches françaises et britanniques de la famille. Au moins un membre de la nouvelle génération semble reprendre brillamment le flambeau familial. Nat Rothschild, associé d'Henry, le fonds d'investissement londonien créé par Jacob, son père, a remporté un immense succès au sein du hedge fund Atticus Capital. Il a notamment gagné gros en conseillant les nouveaux milliardaires russes. Cela démontre un grand esprit d'entreprise et une volonté de se jeter dans l'inconnu avec une audace qu'on n'attend pas d'une famille si vieille et si établie. Nat a également hérité du goût des Rothschild pour la grande vie. C'est un passionné de ski et de belles femmes comme l'actrice Nathalie Portman. Et il utilise son jet privé pour faire la navette entre ses différentes propriétés de Suisse, de Paris, Moscou, Londres ou New York. Pourtant, il préfère rester loin du feu des projecteurs. Clairement, Nat Rothschild a une attitude très ambivalente vis-à-vis de la notoriété et peut-être de son nom de famille. Bien sûr, d'un côté, les relations familiales l'ont beaucoup aidé. Mais je pense qu'être un Rothschild, c'est aussi un fardeau. Il faut se montrer à la hauteur de ce nom et on doit se demander comment, en tant qu'individu, on peut laisser sa trace personnelle dans l'histoire familiale. Que ce soit ou non un poids, c'est un héritage impressionnant et unique. Il est frappant de voir une famille de banquiers se perpétuer sur 6 ou 7 générations. Toutes les anciennes grandes banques commerciales, sans exception, ont fait faillite ou ont été rachetées et absorbées par les banques d'affaires. Ce qui me fascine le plus chez les Rothschild, ce n'est pas tant leur immense fortune ou leurs opérations financières, que leur intelligence et leur talent immense qui se manifeste génération après génération. Ce qui est le plus remarquable, c'est qu'au bout de 2 siècles, les Rothschild sont toujours influents sur la scène internationale et que leur expertise est toujours recherchée. Avec les marchés financiers extrêmement sophistiqués que nous avons aujourd'hui, avoir les conseils d'un Rothschild, c'est très rassurant. C'est la valeur d'une marque familiale. Printemps 1995. Un jeune homme de 25 ans fait une pause cigarette devant une compagnie financière. Il échange quelques mots avec un autre fumeur, Timothy Baraket, qui lui parle de son intention de lancer une société d'investissement. Quand le jeune homme lui propose ses services, Baraket hésite. Puis l'inconnu lui dit son nom. Il est Nat Rothschild, la 7e génération de la célèbre famille de banquiers. Bien qu'il soit jeune et relativement inexpérimenté, Nat est embauché. Nat Rothschild est entré dans le métier notamment pour être ce qu'on appelle un faiseur de pluie, quelqu'un qui peut développer une activité et lever des fonds. Bientôt, Nat ne se contente plus de réunir de l'argent, il l'investit et montre un grand talent pour la prise de risque et les investissements à fort rendement. Il s'est imposé comme un investisseur avisé dans le monde entier. Il mettait de l'argent dans les secteurs les plus risqués des pays émergents. Il a par exemple fait de gros investissements en Russie. La décision d'embaucher le jeune Rothschild sur son nom s'est donc révélée judicieuse. Atticus Capital, le hedge fund créé par Baraket, est devenu une entreprise valant 14 milliards de dollars avec un taux de croissance annuel de 30%. Une nouvelle génération de Rothschild fait donc preuve de cet instinct légendaire en matière de finance. Je pense qu'il possède l'audace et la perspicacité typiques de sa famille. On dit maintenant qu'il pourrait devenir à terme le plus riche de tous les Rothschild, revitaliser et agrandir encore la fortune familiale. Vous savez que les 3/4 de la presse appartiennent à 2 marchands de canons et un marchand de béton. Pourquoi Rothschild achète Libération? C'est pas pour gagner de l'argent, il en perd. Pourquoi une autre banque achète Le Monde? Pourquoi une autre banque encore achète le Nouvel Obs et les Inrecuptibles? Pourquoi les banques achètent les journaux? Pourquoi les marchands de canons achètent les magazines et les télés?
Pourquoi les industriels achètent des télés? C'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas vrai. Ne croyez pas ça, c'est pas vrai. C'est pour manipuler. Et on en est là aujourd'hui, c'est que ces gens-là, couplés à la banque, qu'on n'a pas le droit de nommer, ont besoin... Oui, c'est vrai que Rothschild, effectivement, est un nom qu'on peut citer, sans trop de gêne. Son propriétaire du journal Libération, par exemple, c'est des petites remarques. Alors que Lagardère, lui, c'est Paris Match. Vous voyez, banque, complexe militaro-industriel, États-Unis, France. Qui possède l'opinion? Qui possède vos cerveaux? La banque, l'armée, enfin le complexe militaire. En France, c'est pareil. Les journaux appartiennent soit à la banque, soit au complexe militaro-industriel. Les États-Unis, oui, Dassault, Lagardère, etc. Oui. Et aux États-Unis, c'est pareil. La banque, le complexe militaro-industriel. Les deux seuls qui ont intérêt à faire la guerre pour cacher leurs responsabilités, continuer leur prédation, obliger les insoumis et les victimes à continuer à accepter leur fausse monnaie. Donc on est dans une logique d'avant-guerre. Les Juifs constituent aujourd'hui en Allemagne une véritable puissance, inquiets, nerveux, curieux, indiscrets, bavards, remuants, intrigants, exploitants comme le sont les Juifs partout, agents de commerce, bellétristes, politiciens, journalistes, courtiers en littérature en un mot, en même temps que courtiers de finances. Ils se sont emparés de toute la presse de l'Allemagne, à commencer par les journaux monarchistes les plus absolutistes et, depuis longtemps, ils règnent dans le monde de l'argent et des grandes spéculations financières et commerciales, ayant ainsi un pied dans la banque. Ils viennent de poser ces dernières années l'autre pied dans le socialisme, appuyant ainsi leur postérieur sur la littérature quotidienne de l'Allemagne. Eh bien, tout ce monde juif qui forme une seule secte exploitante, une sorte de peuple sensu, un parasite collectif dévorant et organisé en lui-même, non seulement à travers les frontières des États, mais à travers même toutes les frontières d'opinion politique, ce monde est actuellement, en grande partie du moins, à la disposition de Marx d'un côté et des Rothschild de l'autre. Alors ça, c'est une déclaration de Bakounine, qui est le maître de l'anarchisme, et elle rejoint totalement la vision des Juifs d'Hitler dans Mein Kampf.